Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Anne pour son invitation. C'est un rendez-vous annuel qui est quand même un rendez-vous phare pour la Confédération depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir d'y participer et d'y intervenir. Mais cette année, effectivement, donc, en tant que secrétaire confédéral, je vais essayer d'aborder deux points qui sont plus en lien avec mes prérogatives, à savoir les femmes en situation de handicap et l'aspect des aidants familiaux. Alors, sur les femmes en situation de handicap, c'est une approche qui peut paraître un peu étonnante, si ce n'est que finalement, autant le cumul des mandats, ça peut être quelque chose d'intéressant, autant le cumul des motifs de discrimination, ça l'est souvent un peu moins, et ça peut vite poser un certain nombre de difficultés. Alors, quand on est femme et en situation de handicap, on commence à cumuler. C'est quelque chose qui a été identifié depuis plusieurs années. Dès 2012, le Conseil de l'Europe a recommandé aux États membres finalement de prendre des mesures appropriées pour justement garantir aux femmes handicapées une égalité des chances, tant en matière d'éducation, de formation que d'accès à l'emploi, et de mesurer systématiquement justement les effets conjugués d'être en situation de handicap et d'être femme. Et ça, aussi bien dans le cadre des études qui sont liées au genre que dans le cadre des études qui vont être liées au handicap. Finalement, on a très peu de données sur la question, même si ça fait déjà 6 ans que c'est recommandé. Pourtant, on a quand même déjà quelques éléments qui nous permettent de démontrer qu'effectivement, les femmes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles et de discrimination en matière d'emploi. Alors, peut-être d'abord sur le contexte économique. Effectivement, on sait que les personnes en situation de handicap, dans leur globalité, sont déjà pénalisées dans leur carrière et dans l'accès au travail, mais plus encore donc, pour les femmes qui vont cumuler donc, déjà 2 discriminations, et je ne vous fais pas de dessin, quand on commence en plus à rajouter l'âge, le lieu d'habitation, le fait d'avoir des enfants ou de faire des enfants, enfin on commence à cumuler, et là ça devient de plus en plus problématique. Ou en tout cas ça peut l'être. À ça va s'ajouter en plus l'autocensure, donc qui est quelque chose d'assez commun chez les femmes, et qui se vérifie aussi malheureusement quand elles sont en situation de handicap, puisque seulement 1% des femmes en situation de handicap sont cadres, alors que 14% des hommes en situation de handicap vont l'être. Non, je me suis trompée d'ailleurs, je suis désolée. Non, en fait, c'est 1% des femmes en situation de handicap qui sont cadres, et c'est 40% de l'ensemble des femmes dans l'emploi qui sont cadres. Ça n'a rien à voir avec ces messieurs. Mais pour autant, voilà, c'est bien pour montrer qu'il y a un écart et que être femme, déjà, c'est pas forcément toujours la panacée, mais on cumule. Alors, les secteurs, en plus, qui recrutent des personnes en situation de handicap sont quand même limités. On sait qu'en fonction du niveau de qualification, c'est toujours plus difficile pour les personnes qui sont en situation de handicap depuis la naissance, surtout du fait qu'elles ont plus de mal dans leur formation initiale. On va avoir effectivement un écart entre les postes accessibles facilement, qui sont plutôt dans des domaines masculins, et à côté de ça, des domaines où les métiers sont plutôt féminins, qui seront moins accessibles, comme l'aide à domicile, le secrétariat, des fonctions de vente ou de choses comme ça, qui finalement sont moins recruteurs. Alors, les femmes sont donc moins présentes finalement sur le marché de l'emploi, les femmes en situation de handicap. Je ne vous le fais pas à chaque fois, parce que c'est vrai que on ne sait jamais comment dire, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu long, donc vous savez maintenant de quoi je parle. Donc les femmes sont effectivement donc moins présentes sur le marché de l'emploi et ont souvent des salaires moins élevés. Donc même si on va changer la donne avec le nouvel index sorti par le gouvernement, ou en tout cas on espère, et ce qui finalement les rend plus susceptibles de connaître la précarité et l'isolement. Et ça va se cumuler avec les problématiques de santé, puisque les femmes atteintes de maladies chroniques perdent 2 fois plus leur emploi que les hommes. Donc ça fait partie aussi des points de vigilance à avoir. Et de façon globale, donc, sur la santé, je voulais vous donner quand même quelques éléments aussi. Donc les femmes sont davantage concernées par les maladies professionnelles telles que les TMS, qui sont finalement susceptibles de déclencher une situation de handicap
à un moment donné dans la carrière. Et entre 2001 et 2012, le nombre d'accidents de travail des femmes a progressé de 20%, donc ce qui est quand même assez important. Alors, l'explication vaut ce qu'elle vaut, mais on pense que c'est lié finalement aux politiques de prévention qui sont mises en place, où effectivement les politiques de prévention vont beaucoup plus loin en matière de sécurité dans les métiers masculins qui sont plus à risque, que dans les métiers qui vont être des métiers administratifs, par exemple, où effectivement on va moins se préoccuper de mettre en place des systèmes, des plans de prévention qui soient réellement optimaux. Alors, le problème, ce qu'on peut craindre, et ça a été abordé tout à l'heure, c'est qu'avec la disparition des CHSCT, quid de l'avenir des plans de prévention, y compris dans les domaines très masculinisés. Donc on espère que finalement ça va s'arranger, mais c'est un peu comme les tâches domestiques pour les femmes. Hein. On espère que c'est pas que les femmes vont faire moins de tâches domestiques, que ça va rétablir l'équilibre. Mais là, de la même façon, on espère que c'est pas parce que les CHSCT disparaissent que du coup il va y avoir plus d'accidents chez les hommes, puisque ça là on n'aurait absolument rien gagné. Donc ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est important parce qu'il faut noter que les nouvelles RQTH, donc je ne le traduis pas parce que tu l'as fait tout à l'heure. Les nouvelles RQTH concernent plus souvent les hommes. Alors ça s'explique aussi très probablement de par les métiers qu'ils exercent, parce qu'effectivement les femmes déclarent plus souvent des problèmes de santé qui entraînent des limitations dans les gestes du quotidien, mais pour autant elles ne font pas tellement la démarche de reconnaissance. Donc peut-être aussi un travail à faire sur la sensibilisation, donner du sens sur pourquoi ça peut avoir un intérêt de le faire. Et après, par contre, on se rend très vite compte que, malgré tout, quand il y a des accords handicap qui sont des accords handicap, très porteurs d'action, je vais le dire comme ça, qui prévoient des dispositifs, c'est vrai qu'on se rend compte que dans ces cas-là, elles vont aller les personnes, et quelles qu'elles soient, hommes ou femmes, la reconnaissance de RQTH pendant la carrière professionnelle va se faire davantage, parce qu'effectivement, la personne va y avoir un intérêt, puisque ça va lui faciliter la vie finalement d'avoir bien cette reconnaissance et de pouvoir bénéficier de l'accord handicap. Alors après, les conséquences sur le parcours professionnel sont multiples, je ne vais pas tout vous passer, parce que vous le savez tous, vous le vivez au quotidien, du fait d'être concerné ou du fait de défendre la question. Les accès à la formation sont compliqués quand on est en situation de handicap, parce qu'il faut que la formation soit accessible. Là, c'est pareil, on cumule un peu parce que quand on est femme, assez souvent, il faut en plus faire rentrer la notion d'articulation des temps de vie et de réorganiser. Et on cumule ça, évidemment, avec les problèmes de santé et éventuellement de soins qu'il faut intégrer aussi. En termes de conditions de travail, pareil, des impacts importants. Une femme sur deux est en temps partiel subi du fait de son handicap, alors qu'en fin de compte, ça ne concerne que 16% des hommes. Donc, la conclusion de ce point-là. Donc pour pouvoir agir, finalement, il faut pouvoir porter effectivement des revendications qui soient pertinentes. Il faut prendre en compte le fait que être en situation de handicap, quand on est femme, c'est peut-être un peu différent de quand on est homme. Donc pour ça, il faut sortir en fait les femmes de leur situation d'invisibilité en allant vers plus de statistiques genrées. Et ça, c'est au niveau de la négociation finalement des accords handicap que ça va jouer, puisque c'est vrai que c'est à ce moment-là, quand vous faites la négociation de vente d'accord et que vous mettez les indicateurs de suivi, il faut penser effectivement peut-être à intégrer ce genre de données qui vous permettent après, 3 ans plus tard malheureusement, mais qui vous permettent après de construire votre cahier revendicatif en prenant en compte les éléments qui vous sont apportés par les indicateurs de suivi. Alors dans la journée, plusieurs militants vont témoigner de leur action au sein des entreprises dans le cadre justement de ces négociations, donc je ne vais pas y aller puisque de toute façon ils seront beaucoup plus pertinents que moi sur le sujet. Après, comme l'a signalé Estelle, en tout cas, ce qui est important, c'est de bien garder à l'esprit que c'est bien à tous les niveaux qu'on va faire avancer la question de l'insertion des personnes en situation de handicap, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, de la Confédération jusqu'au plus près du terrain. Donc c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Alors un deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous, qui s'invite de plus en plus au niveau du dialogue social, c'est la question des aidants familiaux. Alors, il faut savoir que d'ici 2035, parce qu'on
fait pas forcément suffisamment d'enfants, visiblement. La population française va vieillir de façon très importante. Et pour la première fois de l'histoire, on va avoir un tiers de la population française va avoir plus de 60 ans. Ce qui va poser un certain nombre de problématiques de places disponibles et de places à créer, en tout cas à l'horizon de 2040. On estime qu'il faudra 542 000 places dans les instituts spécialisés pour nos anciens. Et donc, pour pallier ce manque qui est déjà un manque existant, 2040, c'était un clin d'œil au secrétaire général. Donc, c'est loin 2040. Bah oui, oui. Quoique. Alors, pour pallier à ce manque de place qui est quand même déjà une réalité, mais aussi pour des questions financières, parce que c'est quand même un budget aussi, quand on doit placer quelqu'un de notre entourage proche, de plus en plus de personnes deviennent des aidants familiaux de façon plus ou moins choisie ou contrainte. Et donc, il faut savoir qu'actuellement, on a quand même un Français sur 6 qui accompagne une personne en situation de dépendance. Alors pour la moitié, c'est en fait une personne senior, et ça peut aussi être l'accompagnement d'une personne malade ou en situation de handicap. Donc parmi ces aidants familiaux, 58% sont des femmes, 66% sont actifs. Donc, et dont un quart sont en temps partiel. Et très souvent, on fait le choix du temps partiel pour justement pouvoir passer plus de temps avec la personne qu'ils doivent accompagner. Donc, ils consacrent en moyenne plus de 5 heures par semaine pour les 3/4, donc ce qui est quand même déjà beaucoup, et 22% sont à plus de 40 heures par semaine. Donc, c'est vrai que ça pose de vrais problèmes, et au-delà du temps passé sur le temps libre, on a quelques réponses qui existent, à savoir un certain nombre de congés, bien souvent malheureusement non rémunérés. Alors vous avez les congés de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant. C'est rajouté à ça le don des jours de congé depuis 2014. Donc depuis 2014, vous savez qu'on peut donner des jours de congé, et ça peut bénéficier aux parents d'enfants en situation de handicap ou gravement malades. Et depuis 2018, ça a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Alors, il faut faire attention aussi. On n'est pas sur, c'est pas forcément la meilleure des réponses. On est un peu sur, c'est un peu de l'ordre des restos du cœur, hein, puisque là, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui jouent leur rôle et qui prennent leur place, la place qu'ils devraient prendre. C'est bien aux travailleurs et aux salariés d'être solidaires entre eux, et finalement de se donner les vacances pour permettre à chacun de pouvoir accompagner ses proches. Donc c'est une solution de la voix même du rapporteur de la loi 2018. C'est une solution peu coûteuse pour les finances publiques par rapport à l'embauche de professionnels ou a fortiori au placement dans un établissement. Donc c'est vrai que c'est important de garder ça à l'esprit aussi, parce que même si c'est un début de réponse, les aidants familiaux ne doivent pas être la règle. Alors, il y a des répercussions négatives en plus pour les aidants, puisqu'ils vont avoir des répercussions sur leur santé, sur leur morale. Évidemment, ils sont en situation de stress. Il y a des cas de burn-out, de troubles du sommeil, de douleurs physiques. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, 33% ont dû aménager leur vie professionnelle, que ce soit les horaires, parfois des changements de métier. Et dans tous les cas, plus de la moitié disent qu'en fait, ils ont besoin de temps. Alors, pour répondre à ça, toujours pas tellement de notions d'avancée sociale, une politique d'aide a été mise en place, la dernière en date, par le biais de la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui pose le principe d'une expérimentation sur le relayage. Alors ça s'est passé un peu inaperçu, c'est passé cet été, cette loi-là, fin juillet. Donc là encore, pas question de développer les services publics, mais bien de réduire les droits des salariés de l'aide à domicile. Donc il s'agit ni plus ni moins finalement de domestiques des temps modernes, qui certes sont volontaires pour prendre leur baluchon et venir travailler chez l'habitant, mais finalement qui ne bénéficient plus du cadre de droit commun en termes de temps de pause, en termes de durée maximum de travail quotidienne et hebdomadaire, en termes de temps de travail de nuit,
et de durée minimum de repos quotidien. Donc, on dénonce bien entendu cet état de fait et on cherche à agir au quotidien, que ce soit au niveau européen par le biais des directives qui sont en cours de discussion et dont on espère que la France va jouer son rôle, qu'au niveau national ou dans les entreprises. Donc c'est vrai qu'on cherche à défendre en fait des organisations du travail qui soient compatibles avec les articulations des temps de vie. On cherche à lutter, vous le savez tous, contre les politiques de flexibilité dans les entreprises et à développer un service public qui soit suffisant pour répondre à la demande, puisque pour nous, effectivement, les salariés qui ont besoin de s'occuper d'un de leurs proches doivent pouvoir être libres finalement de choisir entre le fait d'effectivement prendre un congé d'aidant, mais qui soit bien rémunéré, ou le fait de placer la personne dans un service public qui soit à un tarif abordable. Donc la santé de façon générale ne doit pas être un marché. Là encore, donc, vous aurez des témoignages de militants qui seront vraiment sur ce qui se passe dans leurs entreprises et ce qu'ils font pour faire avancer les choses. Mais pour faire avancer ces sujets, c'est la même chose que pour le handicap. Je pense de façon globale, c'est le travail conjoint de nous tous, chacun avec nos mandats respectifs, que nous devons faire en sorte de défendre les travailleurs handicapés, les femmes, les aidants et évidemment l'ensemble des salariés.